J'ai 62 ans et un ventre qui tire comme une vieille couture. 3 agrafes propres, posées à l'hôpital Simone Veil de Troyes, referment plus que ma chair. En sortant du service de chirurgie, j'ai senti le désinfectant s'évaporer de moi comme une promesse. Ma fille Lucie tenait mon sac avec ce soin appliqué qu'elle a depuis l'enfance. Elle avait répété au chirurgien 3 fois les consignes de pansement, de kiné, d'anticoagulant. Elle voulait me ramener chez elle, à Saint-André-les-Vergers, me faire dormir dans la chambre d'amis, préparer des bouillons clairs. Et puis Thomas est arrivé, son mari, avec son sourire de vitrine et cette façon de parler comme s'il raisonnait le monde entier. Les enfants, l'hygiène, le risque d'infection, a-t-il dit en regardant le sol, jamais moi. On n'a pas la place. Tu comprends, Lucie, et ta mère sera mieux chez elle avec une infirmière à domicile. Il a ce ton qui fait passer une décision privée pour une conclusion médicale. Lucie a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai vu ses doigts se crisper sur les anses du sac. Je n'ai pas discuté. J'ai appris à ne pas faire monter la fièvre dans le cœur des autres. J'ai signé la sortie, récupéré mes ordonnances et appelé un taxi. Dans le hall des admissions, Thomas envoyait déjà des messages. Lucie, les yeux brillants, m'a embrassée, m'a répété qu'elle passerait ce soir, qu'elle avait insisté, qu'elle n'était pas d'accord. J'ai caressé sa joue. Je connais la musique. On peut aimer de tout son corps et tout de même obéir à la peur de celui avec qui l'on vit. Le taxi a longé la cathédrale, tourné vers la vieille ville. Mes maisons à pans de bois me regardaient comme des vieilles amies. Rue Émile Zola, le chauffeur m'a aidé à descendre. Ma petite maison, héritée de mon mari. Paix à son rire, qu'on entendait de la ruelle des chats jusqu'à la boulangerie, m'attendait dans sa lumière basse. J'ai posé les ordonnances sur la table, entre une pile de torchons et le plateau d'argent bosselé que Jacques polissait le dimanche. J'ai déplié mon corps avec lenteur, me suis servi un verre d'eau, puis j'ai ouvert la fenêtre. L'air de Troyes sentait la pluie et la farine. J'ai respiré. La première fois que j'ai compris que la famille peut t'aimer et te blesser dans la même seconde, c'était à la bonneterie où je travaillais. On vous remerciait d'avoir tenu la ligne, et le lendemain, on vous passait 10 kilos de plus. La gratitude comme prélude à la charge. La sortie d'hôpital m'a rappelé ça. Merci maman, on t'aime. Et l'instant d'après, ce n'est pas raisonnable chez nous. À 14 heures, l'infirmière libérale a sonné. Marianne, main sûre, voix douce. Elle a vérifié le pansement, noté les injections. Vous avez du monde pour vous aider? J'ai dit ma fille, parce que c'était vrai dans son intention, sinon dans les actes. Elle m'a laissé un planning. J'ai hissé une casserole, j'ai fait bouillir une poignée de riz. Manger m'a fait l'effet d'un geste ancien, d'avant la fatigue. Lucie a débarqué en fin d'après-midi avec des yaourts, un bouquet de tulipes et ce front plissé qui, chez elle, dit « je m'en veux ». Elle s'est excusée 1000 fois. Thomas, il a peur pour les petits, et puis tu sais, la convalescence. Je l'ai laissé dérouler ses précautions. Elle était venue seule. Elle a rangé les yaourts, a changé l'eau des fleurs, a posé la main sur ma joue. Je passe demain matin, tôt. On ira chez Maître Besson, d'accord? Pour, tu sais, le papier sur la maison. Elle a baissé la voix sur le mot maison, comme si c'était obscène. J'avais déjà vu Maître Besson, rue Pitou, le mois dernier. J'avais rédigé un testament holographe que nous allions déposer. La maison revenait à Lucie bien propre, avec une clause d'exclusion de communauté et de remploi. Que rien, ni la routine, ni les promesses, ne diluent ce bien dans le grand pot commun d'un mariage. Ce n'était pas contre Thomas. C'était pour elle. Je connais les habitudes françaises, la réserve héréditaire et ces glissements où on revend et on rachète ensemble. Je ne voulais pas que mon toit serve un jour de garantie à une aventure qui n'était pas la sienne. Demain, oui, ai-je dit. Elle a souri, soulagée et m'a serré fort. Plus tard, un message. Thomas trouve que c'est précipité. On pourrait attendre quelques semaines? Repose-toi, maman. Je t'aime. Je me suis allongée, le téléphone posé sur mon ventre. La couture a tiré. J'ai pensé aux quelques semaines qui deviennent des années, à ces rendez-vous qu'on repousse pour ne pas faire d'histoire. J'ai fermé les yeux. La nuit a fracturé la ville en morceaux de silence. À 2 heures, un bruit léger, un moteur qui s'arrête devant la maison. Je ne dors jamais vraiment la première semaine après une anesthésie.
J'ai entendu 2 voix, un rire de femme, bas, comme retenu par des doigts. Le bruit venait plus loin, vers la place Jean Jaurès. La nuit porte les sons comme un plateau instable. J'ai pensé à Lucie. « Tu dors ?» ai-je écrit sans envoyer. Le matin, j'ai marché jusqu'à la boulangerie, à petits pas. Madame Bertin m'a fait asseoir, café offert. On vous a vu à l'hôpital. Les gens savent à Troyes, ils savent par la douceur, jamais par indiscrétion. À la table près de la fenêtre, j'ai pris mon carnet rouge, celui qui a vu naître toutes mes résolutions, et j'ai commencé à noter. Heure de passage de l'infirmière, symptômes, mais aussi tout ce qui entrait dans ma maison. Lettres, voix, regards. J'ai appris à mener ma vie comme on tient une comptabilité honnête. Ce n'est pas de la suspicion, c'est une hygiène. En rentrant, j'ai trouvé sur mon paillasson une enveloppe froissée glissée sous la porte dans la nuit. Mon prénom, Madeleine, écrit vite. À l'intérieur, une publicité de ravalement de façade à laquelle je n'avais pas souscrit et un ticket de caisse agrafé, perdu par mégarde. Hôtel de la Gare, petit déjeuner X2, chambre 2C14, 06h37. Je sais que ma rue sert souvent de raccourci. On perd des papiers comme on perd des miettes. Pourtant, l'écriture au dos du ticket, un numéro de portable griffonné, un prénom Ariane, m'a donné un de ces frissons que je n'écoute jamais par superstition et que je devrais écouter par prudence. Lucie a sonné à 9 heures. Elle tremblait de froid. Dans la cuisine, elle parlait vite pour boucher l'air. Les enfants, l'école, l'orthophoniste du petit, les horaires de Thomas, sa fatigue. Il dit que c'est mieux d'attendre pour le notaire, que ça fait pression, qu'on pourrait au moins visiter des résidences seniors, au cas où. Sa voix s'est cassée. Elle avait mis du rouge à lèvres qui ne lui ressemble pas. Un rouge net qui dit « J'existe ». Je l'ai regardée se mordre la lèvre comme quand elle avait 12 ans et qu'elle craignait de mal répondre à un contrôle. « On n'ira pas au cas où, ma chérie », ai-je dit doucement. « On ira déposer ce que nous avons décidé. Tu es ma fille unique. Ce toit te reviendra et je veux qu'il reste tien. La vie est assez imprévisible pour qu'on s'efforce de la clarifier quand on peut. » Elle a hoché la tête, soulagée une seconde, puis culpabilisé la suivante. J'ai presque vu entre nous la main invisible de Thomas qui recale, réexplique, recadre. Elle m'a laissé son sac pour aller chercher du pain. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir les sacs des autres. On ne fouille pas ce qu'on aime. Mais en rangeant la table, j'ai relevé une pochette transparente entre 2 factures EDF. Devis, mise aux normes, crédit travaux, signature conjointe. Le nom de Thomas figurait en premier, la mention de notre maison en bas comme adresse de gage hypothécaire, possible sous réserve. Une ébauche, un filet lancé pour voir si le poisson mord. Mon ventre a tressailli, mais ce n'était pas la cicatrice. J'ai reposé la pochette à sa place, exactement. Quand Lucie est revenue, sa joue était plus pâle qu'en partant. Finalement, on ne peut pas aujourd'hui. Thomas a un appel important. Il dit qu'on doit se poser et en parler tous ensemble. Elle a dit se poser comme on récite l'ordonnance qu'on ne comprend pas. Je n'ai pas insisté. Il y a des portes qu'on n'enfonce pas, on note où elles grincent. L'après-midi, j'ai marché jusqu'au cabinet de Maître Besson sans prévenir. Je préfère les décisions qui ne demandent pas l'autorisation de celui qui s'en inquiète. Nous avons fixé un dépôt du testament cette semaine, ajouté une clause d'inaliénabilité temporaire et préparé en parallèle un mandat de protection future pour que si un jour ma tête me lâche, ce soit Lucie, et elle seule, qui décide pour moi. Le notaire m'a regardé comme on regarde une femme qui a porté sa maison sur son dos et qui s'est dit « pas encore ». En sortant, la pluie fine sur les pavés m'a semblé une bénédiction à peine croyante. Le soir, j'ai reçu un message de Thomas « Nous t'aimons ». Mais ces précipitations juridiques à chaud ne sont pas raisonnables. On en discute calmement, ok? J'ai répondu « volontiers » chez Maître Besson. D'ici là, je me remets. Puis j'ai éteint le téléphone. Dehors, la ville tenait sa respiration. Dans mon carnet rouge, j'ai noté « Hôtel de la Gare, Ariane, devis travaux, clause, ne pas se hâter, ne pas se taire ». Je ne savais pas encore que la première preuve tomberait, non pas d'un détective, mais d'un simple reçu oublié. J'ai fermé les yeux et pour la première fois depuis l'hôpital, j'ai dormi d'un sommeil sans fièvre. Si vous étiez à ma place, auriez-vous déposé le testament tout de suite ou attendu d'en parler en famille?
Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. Vos expériences m'aideront pour la suite de mon histoire. Je passais la première nuit à la maison comme une ombre, encore engourdie par la douleur de ma cicatrice, mais surtout par celle de mon cœur. Claire, ma fille, était restée distante, comme si une barrière invisible la séparait de moi. Tout ce que je percevais, c'était l'influence muette de son mari, Julien. Dans ses yeux à elle, je ne retrouvais plus la flamme protectrice d'autrefois, seulement une inquiétude coupable, presque soumise. Julien, lui, jouait le rôle du gendre attentif. Il me demandait si je voulais un verre d'eau, si je n'avais pas froid. Mais ses phrases étaient trop polies, trop lisses, comme apprises par cœur. Derrière ses sourires mesurés, je sentais une impatience, un agacement contenu, comme s'il supportait à contre-cœur ma présence. Je fis semblant de ne rien voir. On apprend cela avec l'âge, taire ses soupçons, observer en silence. La nuit, dans mon lit étroit, je revis toutes ces années de sacrifice. Mon mari, Pierre, mort trop tôt d'un infarctus. Mes nuits blanches pour élever Claire, pour payer ses études à Reims. Mes mains abîmées à l'atelier de couture. Tout cela pour qu'un jour elle me dise « Tu restes mieux à l'hôpital, maman, c'est trop compliqué de te ramener. » Ce souvenir me serra la gorge. Elle avait voulu me reprendre, oui, mais Julien avait décidé autrement. Et elle avait cédé. Au fil des jours, je remarquais des détails qui me troublaient. Julien s'absentait souvent sous prétexte de réunions tardives à la mairie où il travaillait comme adjoint technique. Il laissait son téléphone toujours verrouillé, jamais posé négligemment sur la table. Claire, elle, paraissait fatiguée, nerveuse, comme si elle portait un poids qu'elle n'osait partager. Un soir, alors qu'elle rangeait la vaisselle, je l'entendis murmurer « Tu crois que maman pourrait signer quelque chose? Ça simplifierait. » Sa voix était basse, mais suffisante pour glacer mon sang. Je ne suis pas à qui elle parlait, peut-être à Julien, peut-être au téléphone. Je ne bougeais pas de ma chambre. Je décidais de redevenir la femme que j'avais été autrefois, patiente mais vigilante. Dans mon sac, j'avais conservé un vieux carnet à couverture bleue. J'y inscrivis la date, l'heure, les petites choses que je voyais. Les allées et venues de Julien, ses appels coupés dès que j'entrais dans la pièce, les documents qu'il laissait traîner, puis reprenait aussitôt quand il me voyait approcher. Une après-midi, alors que la maison était silencieuse, je trouvais sur la table basse une chemise cartonnée. À l'intérieur, il y avait des photocopies de mon titre de propriété. Mon cœur battit fort. Mon nom, Anne Delcourt, apparaissait bien distinct sur l'acte notarié de ma maison de famille, celle rue Raymond Poincaré à Troyes. Pourquoi ces papiers se trouvaient-ils chez eux? Je les remis à leur place avant que quiconque ne remarque mon intrusion, mais en moi une certitude grandissait. Julien convoitait la maison. Le soir même, il s'assit en face de moi, son ton faussement détendu. « Anne, vous savez, à votre âge, entretenir une grande maison devient lourd. Vous pourriez envisager de la mettre au nom de Claire pour simplifier les choses. » Je le regardais longuement sans répondre. Dans son sourire, il y avait la gourmandise d'un homme sûr de son stratagème. Claire baissa les yeux, honteuse. Je me contentais de hocher la tête, comme si je comprenais. Mais à l'intérieur, une décision se prit. J'allais ouvrir les yeux de ma fille. J'allais prouver qui était vraiment cet homme. Et pour cela, il me faudrait rassembler des preuves, sans bruit, sans éclat, comme on prépare une broderie dont chaque point est invisible à l'œil nu, mais compose au final un dessin implacable. Dans mon carnet bleu, j'écrivis une seule phrase. « S'il veut me voler, il apprendra qu'on ne dépouille pas une mère sans réveiller sa mémoire et sa force. » Le lendemain, je me levai plus tôt que la douleur ne l'aurait permis. Le ciel au-dessus de Troyes avait la couleur de la porcelaine ébréchée. L'air sentait la boulangerie et la pluie. J'avalais un café tiède, enfilais un manteau souple qui tombait sans frotter ma cicatrice, puis je glissais dans mon sac le carnet bleu, une écharpe et un petit appareil photo compact. À mon âge, on n'a pas besoin d'armes, seulement de preuves. Je pris l'autobus place Jean Jaurès, m'assis près de la fenêtre. Les maisons à pans de bois défilèrent comme des confidences que la ville chuchote à celles qui savent écouter. Quand on a tant donné sans réclamer, on finit par apprendre que la mémoire peut devenir un rempart. Mon plan était simple, connaître l'étendue du terrain avant d'y poser mes pas.
J'ouvris la journée par ce qui demande le moins d'efforts et le plus de rigueur, les administrations. Au bureau de poste, je fis confirmer qu'aucune procuration n'avait été enregistrée sur mon courrier. À l'agence bancaire rue Émile Zola, je demandais un relevé exhaustif et surtout la mention écrite qu'aucune procuration n'autorisait Claire, ni personne, à disposer de mes comptes. L'employée, une jeune femme attentive, leva les yeux vers moi quand je précisais d'une voix douce que toute demande future devrait être validée de ma main en personne. Elle nota, tamponna, agrafa. Le bruit sec de l'agrafeuse me parut curieusement consolant. À la mairie, je récupérais un extrait de matrice cadastrale et l'adresse du service de publicité foncière. Je voulais une vigie, être prévenu au moindre acte publié touchant mon bien, fût-ce un projet d'hypothèque fantôme. Le fonctionnaire, un homme de 50 ans au regard clair, me félicita à mi-voix d'anticiper. Je souris sans joie. L'anticipation, chez nous, n'est pas une vertu, c'est un bouclier. Je gardais pour la fin ce qui avait le goût du danger, l'hôtel près de la gare. Dans mon carnet, la veille, j'avais glissé un ticket ramassé sur mon paillasson. Hôtel de la gare, chambre 214, Ariane, 6h37. Une trace égarée comme une miette sur la nappe. Il fallait vérifier si la miette annonçait la miche entière. Dans le hall de l'hôtel, ça sentait le café amer et la lessive chaude. J'achetai un expresso, posai ma tasse sur le zinc et observais, à force de raccommoder la vie des autres, on sait coudre son regard au bon endroit. Une réceptionniste feuilletait un cahier, un homme en veste passait un coup de fil, la télé jetait des titres d'actualité sans importance. Je m'entendis dire, d'un ton presque badin, que j'avais hébergé une cousine de passage, Ariane, et que je voulais lui faire parvenir un foulard oublié. Le nom produisit un frémissement minuscule sur le visage de la réceptionniste. Elle eut ce réflexe des professionnels, recouvrir la surprise d'une politesse plus épaisse. « Nous avons souvent des Arianes, madame. » Je souris, plus vieille qu'elle et plus patiente. Celle de la 214 à l'aube. Il y eut sur son cahier le poids d'un doigt arrêté. Rien d'illégal dans ma demande, rien qu'une manie de grand-mère méticuleuse. Elle confirma ne pouvoir communiquer de détails, mais dans son refus, un battement de cils m'apprit l'essentiel. Une Ariane avait bien dormi là, à l'heure où ma rue, la veille, avait porté un rire bas jusqu'à ma fenêtre. Je la remerciais comme si j'avais obtenu ce que je voulais. Ce n'était pas un aveu, mais c'était déjà une couture tirée. Je sortis, fis quelques pas jusqu'au kiosque et téléphonai à un cabinet d'enquête privé de Sainte-Savine que m'avait indiqué, entre deux formalités, la secrétaire de mon notaire, maître Besson. Discrétion, agrément Sénaps, facturation au temps passé, des mots sobres, efficaces. J'expliquai brièvement, un gendre possiblement infidèle, un projet de pression patrimoniale, une fille fragile placée à l'ombre d'un homme trop sûr de lui. La voix à l'autre bout ne posa pas de questions déplacées. Elle proposa une filature ponctuelle, un relevé de fréquentation, de quoi vérifier l'existence d'une relation constante. Tout cela restait légal. Photographie prise depuis la voie publique, compte rendu daté et signé. J'acceptais. La pudeur ne nous protège pas du mal, elle le rend juste plus silencieux. Il était temps de faire parler la lumière. En rentrant, j'eus le réflexe de passer par la petite boulangerie. J'achetai un pain noir et 2 tartelettes au citron pour Claire. J'espérais encore trouver dans ses yeux la Claire d'été passé quand nous allions, bras dessus bras dessous, choisir des rubans au marché des Halles. Mais la Claire d'aujourd'hui portait comme un masque transparent. On voyait son amour dessous et par-dessus la peur de déplaire. Julien arriva en retard pour le dîner, une odeur de parfum féminin sur sa veste sombre, pas celle de Claire, une fragrance froide, musquée, qui n'avait rien à voir avec ses jasmins timides. Il embrassa l'air autour de sa femme, déposa à la va-vite un sac de courses qui sonna le vide, puis me demanda, presque jovial, « Alors, Anne, cette convalescence, on s'adapte ?» J'aurais pu mordre. Je bus une gorgée d'eau. La vengeance, chez moi, a le goût de verrerie. On la tient délicatement, on la pose sans bruit, et si elle casse, on en fait des éclats utiles. « On s'adapte, dis-je. J'ai vu la banque, et Maître Besson me reçoit après-demain. » Il eut une fraction d'arrêt, un clignement qui trahit la machine intérieure recalculant ses options. Je poursuivis d'une voix neutre.
Nous établirons un dépôt définitif de testament et une clause d'exclusion de communauté. Tu sais, Julien, pour protéger Claire de moi-même, si je deviens confuse un jour, on ne sait jamais. Je l'entendis presque avaler sa salive. Tout était vrai, ni théâtral, ni menaçant, simplement clinique. Claire me regarda avec gratitude, fugace, comme une fillette à qui l'on rend son doudou quelques minutes avant de le confisquer à nouveau. La nuit suivante, je notais dans mon carnet l'heure à laquelle la porte se referma, 00h41, l'odeur étrangère encore vive, un fil brun, long et ondulé, coincé dans la couture du siège de la voiture de Julien. Je l'avais vu en descendant un sac de déchets au garage. Je le glissais entre deux pages blanches. Les preuves ne se conservent pas seulement dans des enveloppes, elles se portent aussi dans le cœur, en silence, jusqu'au jour où le silence est trop lourd. Au matin, pendant que Claire emmenait les enfants à l'école, je fis ce que font les femmes qu'on croit faibles. Je me hâtais lentement. Un coup de fil au cabinet de Besson pour confirmer l'ajout d'une clause d'inaliénabilité temporaire sur la maison, 10 ans, et la mention expresse de l'exclusion de communauté et de remploi pour toute somme future liée au bien. Rien contre Claire, tout pour elle. Puis je dictai au même notaire un mandat de protection future me désignant Claire, elle seule, comme mandataire. Ainsi, Julien ne serait jamais la voix à ma place. À midi, on frappa. Un coursier déposa une enveloppe neutre. À l'intérieur, 2 photographies et un court rapport. Sujet masculin, 39 ans, vu entrant à 18h12 dans l'hôtel de la gare, ressortant à 20h58 en compagnie d'une femme brune, environ 35 ans, manteau camel, foulard bleu nuit, baiser à l'abri d'une colonne, geste tendre dans le hall. Au dos d'une photo, une mention « Ariane », confiée par le réceptionniste à la complice du détective lors d'un prétexte de livraison. Pas une certitude judiciaire, mais une convergence. L'image, nette, montrait Julien incliné vers la femme, le genre d'inclinaison qui n'appartient ni au travail ni à l'amitié. Je posais les preuves sur la table et restais longtemps immobile. Je ne jubilais pas. La joie ne naît pas dans ce genre de découverte, seulement un calme grave, celui qui précède la décision. Le mal prend toujours un peu du visage de ceux qu'on aime. C'est pour cela qu'il est si long à regarder en face. Claire rentra tôt ce jour-là. Elle avait cette gêne des personnes qui craignent un reproche à venir. J'avais préparé une soupe claire et les tartelettes au citron qu'elle aime, comme si le sucre pouvait adoucir ce qui de toute façon brûlerait. Pendant qu'elle posait son sac, je dis seulement « Tu sais que je t'aime ?» Elle releva la tête, surprise, les larmes déjà là, comme si une phrase d'amour était devenue rare au point d'en être suspecte. « Oui, maman. » « Alors écoute, après-demain, nous voyons Maître Besson. Je déposerai un testament qui protège ta maison de tout mélange. Et seulement si tu es d'accord, nous parlerons d'une donation en nue propriété, avec réserve d'usufruit pour moi. Tu ne devras rien à personne, surtout pas au mariage. » Elle pâlit. Toute sa vie, on lui avait appris la douceur. On ne nous apprend jamais à accepter qu'on vous protège de l'intérieur contre ce que vous avez choisi par amour. Julien ne va pas comprendre, murmura-t-elle. Il comprendra ce que la loi lui expliquera. Je n'ajoutai rien. La loi n'est pas un glaive, c'est une main qui maintient la table droite pendant que quelqu'un essaie de la renverser. Je n'avais pas encore parlé d'Ariane. Je ne voulais pas transformer l'amour de ma fille en tribunal un jeudi à 14h, entre une soupe et un citron. Le temps de la preuve viendrait chez le notaire, dans un bureau où les papiers ont un poids. Là, face à un homme de loi, je dirais le nécessaire, pas davantage, que j'avais des clichés datés, un rapport signé, des indices concordants. Je n'énoncerai pas l'humiliation, seulement les faits. La vengeance silencieuse n'est pas l'inverse de la justice, c'est sa préparation. La soirée s'étira sans heure apparent. Julien avait prétendument piscine avec les collègues. On reconnaît l'inventaire d'alibis à leur banalité. Ils sont faits pour qu'on s'y ennuie et qu'on n'y pose pas de questions. Claire se coucha tôt. Moi, je restais dans le salon, la lampe allumée, un livre ouvert à l'envers pour donner le change si quelqu'un entrait. La maison respirait comme un animal endormi. À 23h19, j'entendis au loin le vrombissement d'un scooter, puis la portière d'une voiture, le chuchotement d'un rire féminin étouffé avant de s'éteindre.
le genre de rire qui sait où il n'a pas le droit d'exister. Je notais l'heure dans le carnet, puis je me levai, pris une feuille vierge et de ma main la plus posée, j'écrivis « Je sous-signais ». C'était la main courante intérieure, celle que l'on dresse pour se rappeler qu'on n'a pas rêvé. Je consignais chaque détail utile, rien d'injurieux, rien d'excessif. Car un jour, bientôt, on me demanderait « Comment savez-vous » et je répondrais sans trembler. Le lendemain matin, j'appelais le cabinet de Claire, sous un prétexte tendre, passer voir les enfants à la sortie de l'école. Mais mon vrai rendez-vous, je le gardais pour plus tard. À 16 heures, je m'assis au café en face de l'hôtel de la gare. À la 3e gorgée, Julien entra. Il portait la même veste sombre et le même parfum qui ne sentait pas Claire. Ariane l'attendait, foulard bleu, manteau camel. Elle posa la main sur son bras avec une habitude qui ne se joue pas. Je ne baissais pas les yeux. Je plantais mon regard dans la vitre, suffisamment haut pour qu'il ne me voie pas, mais assez droit pour que l'image entre jusqu'à la moelle de ma résolution. Je payais, sortis la tête droite. Sur le trottoir, la ville me parut plus nette, comme si l'air s'était débarrassé d'une buée ancienne. Il ne s'agissait plus de me protéger moi, ni même ma maison. Il s'agissait de sauver ma fille d'un mariage où l'on prépare l'avenir avec les mains sales. Le soir, je rangeais les photographies et le rapport dans une chemise, avec mes relevés bancaires tamponnés, mes copies cadastrales et le ticket froissé qui avait ouvert la piste. J'ajoutais au-dessus en lettres sages « Pour Maître Besson. Preuve ». Puis j'éteignis la lampe. Je posai la main sur ma cicatrice. La douleur pulsait, fidèle. Elle m'apprit, une fois encore, que la chair s'est refermée, ce qui a été tranché. Les familles aussi, parfois, à condition de couper au bon endroit. La maison de ma fille se mit à bruisser de non-dits. Chaque soir, Julien rentrait plus tard, parfumé d'une odeur qui n'était pas celle de Claire, ni de leur linge habituel. Je reconnaissais dans l'air des effluves de musc trop sucrés et sur sa chemise une trace subtile de poudre pailletée. Ma fille, trop fatiguée, ne remarquait rien ou ne voulait rien remarquer. Elle m'apportait mes comprimés, me demandait si je mangeais assez, puis se retirait dans sa chambre, persuadée de remplir son rôle. Mais moi, je veillais. Un après-midi, alors qu'il croyait que je dormais, j'entendis la voix basse de Julien dans le jardin. J'ouvris discrètement la fenêtre. Il parlait au téléphone, sa voix pressée, nerveuse. « Ne t'inquiète pas, elle ne soupçonne rien. Oui, la maison sera bientôt à nous. Il suffit qu'elle signe. » Je refermai aussitôt, glacé. Elle, c'était moi. La maison, c'était celle que mon mari et moi avions bâtie pierre après pierre, le fruit de nos années de sueur et d'économie. Julien voulait que je la cède à Claire. Mais pour qui vraiment? Pour leur couple ou pour ce projet secret dont il parlait avec cette autre voix à l'autre bout du fil? Je décidai d'agir avec la patience d'un chat. Pas d'éclat, pas de cris. J'avais trop appris au fil des humiliations silencieuses sur la force du silence. Je contactai discrètement une ancienne amie, Madeleine, aujourd'hui secrétaire dans un cabinet d'avocats à Troyes. Je lui confiai, sous couvert de confidences anodines, mes inquiétudes. Elle m'indiqua un nom, Maître Durieux, notaire réputé de la rue Émile Zola. J'y pris rendez-vous en secret. Le jour venu, je prétextai une visite médicale pour m'échapper. Dans le bureau boisé du notaire, je posai sur la table l'acte de propriété que j'avais discrètement récupéré. Maître Durieux, lunettes rondes et regard scrutateur, m'écouta sans m'interrompre. Puis, il hocha la tête. « Madame Delcourt, personne ne peut vous obliger à céder ce bien. Et si votre gendre insiste, nous pouvons sécuriser la maison par un testament ou un usufruit qui le privera de toute prise. » Je sortis de là plus légère, un plan déjà tracé dans ma tête. Mais avant de frapper le coup final, il me fallait une arme imparable, la preuve de son adultère. Je commençai alors ma surveillance. Dans la cuisine, j'avais une vieille boîte à biscuits que personne n'ouvrait jamais. J'y cachais un petit carnet où j'inscrivais heure de sortie, prétexte invoqué, incohérence. Julien partait au sport, mais revenait sans transpirer. Il disait assister à un conseil municipal, mais la mairie était fermée ce soir-là. Chaque mensonge grossier s'ajoutait à ma liste. Un soir, il oublia son téléphone sur la table du salon avant d'aller se doucher. Claire, occupée à coucher les enfants, n'y prêta pas attention. Moi, le cœur battant, j'osais. L'écran s'alluma. Un message « Hâte de te revoir demain, mon amour. Merci,
pour ce week-end. Le prénom qui signait ce texto ne m'était pas inconnu. Sandrine, une collègue du service technique, jeune et ambitieuse. Je refermais aussitôt l'appareil. Pas question de me trahir. Mais ce que je tenais là suffisait à déclencher ma traque silencieuse. Le lendemain, je me rendis discrètement dans un café proche de la mairie. J'y croisais Sandrine par hasard calculé. Je l'observais rire, un rire trop franc, trop intime, au téléphone. J'attrapais au vol un mot de sa conversation. Julien. Il ne restait plus qu'à tisser les fils. Je demandais à Madeleine de m'aider à obtenir discrètement une copie d'agenda professionnel, un détail de rendez-vous officiel. Et peu à peu, le puzzle prit forme. Quand Julien prétendait travailler tard pour la ville, Sandrine notait sur Instagram une photo de dîner dans un restaurant de Troyes. Quand il disait partir en séminaire, une facture d'hôtel à Dijon au nom de son service apparaissait. Je sentais en moi une colère froide, mais pas destructrice. Une énergie. Moi, la veuve de 62 ans qu'il croyait docile, j'étais en train de bâtir mon arme de délivrance. Le soir, dans ma chambre, je regardais Claire endormie à travers l'ombre du couloir. Sa respiration lourde trahissait une lassitude profonde. Elle ne voyait rien, ne voulait rien voir. Moi, j'allais lui ouvrir les yeux. Pas pour me venger de lui, mais pour la sauver elle. Car il ne voulait pas seulement ma maison, il voulait sa vie entière, sa jeunesse, son avenir et jusqu'à son amour de fille pour moi. Je notais dans mon carnet bleu, quand le masque tombera, il faudra que Claire comprenne que je n'ai jamais cessé de la protéger, même contre elle-même. Je me suis levée avant l'aube avec l'impression d'entendre la couture de mon ventre battre comme un petit marteau. La douleur m'obligeait à marcher lentement dans la cuisine, mais elle ne m'empêchait plus de penser droit. Sur la table, j'ai étalé ce que je possédais déjà. Le ticket froissé de l'hôtel de la gare, le devis de mise aux normes où l'adresse de ma maison figurait en hypothèse discrète, 2 photos prises de loin devant le hall et dans mon carnet bleu, les heures, les odeurs, les incohérences. Cela ne faisait pas un dossier, cela dessinait une silhouette. Je voulais un corps. À 9 heures, j'ai pris un café à la boulangerie de la rue Émile Zola, puis je me suis rendue à Sainte-Savine, dans l'agence du détective privé agréé dont la secrétaire de Maître Besson m'avait donné le numéro. L'homme avait ce visage neutre des gens qui savent se retirer de la scène pour mieux la voir. Il posa devant moi une chemise mince, reliée par une barrette métallique. D'un geste, il en fit glisser le contenu. Date, relevé d'observation, 4 clichés nets. Sur 2 d'entre eux, on distinguait Julien et la même femme, manteau camel, foulard bleu nuit. Le rapport l'identifiait Sandrine Emmer, 31 ans, agent technique à la mairie. Réservation d'hôtel sous le prénom Ariane. Une prudence d'ado, une lâcheté d'adulte. Je n'ai pas demandé de gros plans ni davantage d'indiscrétion. La France n'aime pas les preuves arrachées. Il me fallait du légal, du propre, des photographies prises depuis la voie publique, des notes datées et signées. L'enquêteur me tendit un reçu, je réglais, puis je glissais la chemise dans mon sac, comme on recueille un oiseau qui cesse de se débattre. En sortant, je passais chez un imprimeur de la rue de la Cité. Je fis tirer, sans commentaire, 2 copies du rapport, plus la capture d'écran d'un échange public sur Instagram où l'on voyait Sandrine, verre à la main, légender un dîner au crieur de vin, un soir où Julien prétendait être en réunion tardive. J'ajoutais une copie de mon relevé bancaire prouvant qu'aucune procuration n'avait été donnée, au cas où l'on m'accuserait d'avoir confondu. Puis je rentrais, le pas mesuré, attentive aux pierres de Troie qui, ce matin-là, me paraissaient plus droites que les hommes. Je n'ai pas dormi. J'ai rangé, respiré, préparé une lettre recommandée à l'intention de Julien. Pas d'injures, pas de reproches, seulement des mots de notaire. Je n'entends signer aucun document relatif à la maison sans la présence de Maître Besson. Toute démarche de votre part auprès d'une banque en vue d'un gage sur mon bien est vaine à défaut de mon consentement exprès. Je signais d'une main ferme. À l'attention de Claire, je rédiguais autre chose. 2 pages pour ma fille, où je parlais de la maison comme d'un toit construit avec la vie de son père, Pierre, où j'expliquais l'exclusion de communautés et leur emploi. J'illustrais. Si un jour on vendait, il faudrait que l'acte précise que la somme issue de la vente de mon bien me redevait pour qu'aucun mélange ne l'avale.
Ce n'était pas de la défiance, c'était une manière de lui dire « Je t'arme contre l'ombre qui se tient derrière ton épaule ». L'après-midi, je suis retournée chez Maître Besson, confrère de Durieux. Son étude sentait la cire, le citron et la pomme propre. Il m'écouta comme la première fois, sans m'interrompre, puis posa la main sur le feuille de mon carnet où j'avais écrit « Main courante au commissariat si pression ». Il releva les yeux. « C'est raisonnable. Vous pouvez déposer une main courante s'il insiste ou s'il tente de vous faire signer sous la contrainte. Quant à la maison, je propose ceci. Donation en nue propriété à votre fille, usufruit viager pour vous, clause d'inaliénabilité 10 ans et exclusion de communauté et de remploi. Julien n'aura aucune prise. Et si votre état de santé vous inquiète, maintenez le mandat de protection future au profit de Claire seule. J'ai accepté. Nous avons fixé la date du dépôt et celle de la signature. J'ai voulu payer d'avance, il a souri. Payez le jour J. Cela vous portera bonheur. Je ne crois pas au bonheur qui se paie, mais je crois aux gestes qui tiennent la route. Sur le chemin du retour, j'ai fait un crochet par le commissariat. Pas un drame, pas un théâtre. Une main courante, simplement. J'ai relaté les pressions subies pour envisager un transfert de la maison, mentionné le devis de travaux présenté sous réserve d'un gage hypothécaire, les propos de Julien au téléphone, sa volonté de simplifier par une signature rapide. Le brigadier a noté, m'a demandé si je craignais pour ma sécurité. Non, pour ma faiblesse, ai-je répondu. Il a souri, a griffonné plus net. Une feuille tamponnée plus tard, je suis sorti dans l'air doux de Troyes, avec ce papier qui ne protège pas des tempêtes, mais fixe la direction du vent. Le soir, Claire est passée seule. Elle avait ces cernes pâles des femmes qui ne dorment pas, non parce qu'elles pensent, mais parce que quelqu'un pense à leur place. Elle m'a parlé des enfants, des devoirs, du lave-vaisselle capricieux. Elle n'a pas prononcé le prénom de Julien. J'ai préparé du thé, disposé 2 tartelettes au citron sur une assiette blanche et poussé vers elle l'enveloppe de 2 pages. Lis ça pas ce soir si tu es lasse. Garde-le sur ta table de nuit. Ce n'est pas contre toi. C'est pour toi. Elle a hoché la tête, effleuré ma joue comme quand elle était petite, puis s'est levée. À la porte, elle a hésité. « Maman, Julien voudrait qu'on se voie tous les 3 pour parler de tes papiers. » « Très bien, chez Maître Besson, pas ailleurs. » Ses épaules se sont relâchées si visiblement que j'ai eu mal pour elle. On ne devrait jamais vivre avec ce corps qui se contracte à la seule idée d'un salon. La nuit suivante, j'ai attendu derrière ma fenêtre. À 23h12, une voiture s'est garée plus bas, contre le trottoir. Julien avait dit « Pas avec les collègues ». J'ai ouvert mon carnet à la page marquée d'un ruban. Dans la lumière jaune du lampadaire, j'ai vu Sandrine descendre, manteau camel, foulard bleu nuit. Ils se sont embrassés comme des gens qui ont oublié le monde. De ma fenêtre, je n'ai pas pleuré. J'ai levé mon petit appareil et j'ai pris une photo, une seule, silencieuse, cadrée pour qu'on voie la plaque de la rue. Personne n'aime le voyeur, moi non plus. Mais j'aime la vérité quand elle doit sauver quelqu'un. Le lendemain, j'ai glissé la photo avec le rapport du détective dans une chemise grise intitulée « Pour Claire », à remettre seulement chez le notaire. Puis j'ai scanné l'ensemble dans une clé USB que j'ai rangée dans la boîte à biscuits. On se rit du camouflage domestique. Il m'a toujours protégée. Julien, ce matin-là, a sonné tôt, trop tôt pour un homme qui a dormi droit. Il est entré sans attendre qu'on l'y invite. On fait toujours ainsi chez les autres quand on veut les faire chez soi. Il a embrassé l'air à 2 centimètres de ma joue, puis s'est assis, jambes écartées, la montre bien sortie de la manche. Je l'ai regardé comme on regarde une table qu'on va déplacer, sans haine, avec précision. « Anne, nous avons réfléchi. Tu sais que nous t'aimons. Il serait plus simple que la maison soit prévue au nom de Claire. Pour éviter, tu comprends, les complications. Et puis avec la convalescence. » Il a prononcé prévu comme un vernis sur un bois humide. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai pris rendez-vous chez Maître Besson. Nous signerons ce qui a été décidé. Décidé par qui? Par moi. Pour Claire. Un silence a vacillé entre nous. Il a souri, mais ses yeux ont mordu. Pas besoin d'y mêler un notaire pour tout. On peut s'arranger entre nous. J'ai posé doucement sur la table la lettre recommandée prête à partir, avec l'adresse de sa maison à lui. Je préfère la loi au nous.
Ça dure plus longtemps. Il s'est levé d'un coup, a fait 2 pas vers la fenêtre, puis s'est tourné. Il m'a semblé plus jeune tout à coup, comme un garçon pris à voler des abricots. Sauf que les abricots, c'était ma vie. Quand il est parti, j'ai respiré. Pas de triomphe. Une respiration simple, verticale, comme un fil tendu dans le dos. L'après-midi, je suis allée au marché des Halles pour acheter des œufs et du persil. J'ai croisé Madame Bertin qui m'a dit que j'avais meilleure mine. Elle ne savait pas qu'un papier tamponné, 4 photos et 2 signatures chez un notaire peuvent parfois donner plus de couleur qu'une promenade au bord de mer. Sur le chemin, j'ai pensé à Pierre, à son rire grave quand il rentrait de l'atelier, à sa main qui vérifiait d'un geste la solidité des serrures. Il aurait approuvé, pas parce que je me vengeais, parce que je maintenais droit ce qui devait tenir. Le soir, Claire m'a envoyé un message court. D'accord pour Maître Besson. Vendredi, 10h, je t'aime. J'ai relu la phrase plusieurs fois. J'ai posé la main sur ma cicatrice. La douleur me rappelait que l'on guérit en respectant les sutures, pas en les arrachant. Je n'allais rien arracher, simplement soulever un pan de tissu devant un témoin. Que le mensonge voie la lumière et qu'on n'ait plus à plisser les yeux pour avancer. Avant de me coucher, j'ai sorti la chemise grise et l'ai déposée dans mon sac. J'ai ajouté mon livret de famille, mes actes et cette main courante qui vaut moins qu'un jugement, mais plus qu'un cri dans une cuisine. J'ai éteint la lampe. Dans l'obscurité, j'ai murmuré pour moi seule. Demain, je sauverai ma fille de ce mariage en l'empêchant de me perdre. Puis j'ai dormi, non pas d'un sommeil sans rêve, mais d'un sommeil tenu, celui des femmes qui ont décidé où poser le pied au matin. Le lendemain, 3 s'est réveillé sous cette lumière pâle qui donne aux maisons à pans de bois l'air de vieilles dames bien coiffées. Je me suis levée tôt malgré la cicatrice qui tirait encore. J'ai fait couler un café trop fort et j'ai posé sur la table ce que j'appelais déjà le dossier. Des feuilles classées dans des pochettes transparentes, relevés bancaires imprimés à la poste, capture d'écran reliée par un trombone, le devis d'un hôtel de Dijon réglé à minuit 42, un échange d'emails où mon gendre, je n'écris pas son prénom pour ne pas l'inviter trop près de moi, demandait à une certaine C de rester discrète encore quelques semaines, le temps que la maison change d'intitulé. Cette phrase-là, je l'avais lue et relue jusqu'à en user l'encre. À 9h, j'avais rendez-vous chez Maître R, rue de la Cité. Un bureau de notaire comme on les imagine, parquet ciré, tampon et la grande horloge qui parle moins de minutes que d'héritage. J'ai mis mon manteau bleu, celui de les jours où l'on décide. Ma fille m'attendait déjà devant la porte, nerveuse, belle et absente à la fois. Elle m'a embrassé timidement. L'odeur de son shampoing m'a ramené au temps d'une natte serrée et d'un cartable trop lourd. « Tu es sûre de toi, maman ? On peut attendre, a-t-elle soufflé. J'ai regardé ses mains. Elle n'avait pas remis son alliance depuis 3 jours. Elle a baissé les yeux, comme si mes pensées faisaient du bruit. Dans le bureau, Maître R a parlé d'une voix posée, celle des gens qui connaissent la loi comme on connaît une vieille amie, sans illusion, sans surprise. J'avais demandé une donation simple, assortie d'un usufruit réservé pour moi. Je voulais continuer à vivre et à jardiner dans la maison de Sainte-Savine et d'une clause d'inaliénabilité de 10 ans. Caractère légitime, protection contre la dilapidation, exclusion expresse de toute communauté, il cochait ces cases avec une sorte de douceur professionnelle. Les mots que je cherchais à tâtons prenaient enfin une forme. Pour être très clair, a-t-il dit en me regardant, ce bien restera propre à votre fille. Quel que soit son régime matrimonial, il ne rejoindra pas la communauté. Votre gendre ne pourra ni le vendiquer, ni le vendre, ni l'hypothéquer. S'il contribue à des travaux, la loi prévoit des récompenses, mais elle ne change pas l'âme du bien. Vous comprenez ? J'ai hoché la tête. Il a ajouté presque paternel. Vous pouvez aussi prévoir un droit de retour conventionnel. Si par malheur, votre fille vous prédécédait, la nue propriété vous reviendrait, pas à son époux. Ce sont des précautions simples, et elles sont françaises. Le mot « française » m'a fait sourire. Oui, je faisais les choses à la française, avec des tampons et des signatures, pas avec des cris dans une cuisine. Ma fille fixait le stylo posé sur le sous-main comme un objet dangereux. « Il va mal le prendre », a-t-elle murmuré.
On prend mal les choses quand on voulait les prendre, ai-je répondu sans colère. Elle a inspiré, longue apnée avant l'eau froide, puis a signé. Je l'ai fait aussi. Ma main a tremblé un peu, mais pas de fatigue, d'un soulagement si vif qu'il pique. Maître R a levé les yeux, satisfait comme un médecin qui vient d'enlever un corps étranger. Nous déposerons l'acte au service de la publicité foncière. D'ici quelques semaines, l'inscription sera opposable à tous. D'ici là, quiconque voudrait se mêler de ce bien n'aura que des paroles. La pierre, elle, saura à qui elle appartient. Dehors, l'air sentait la crève froide et les feuilles râpées. Ma fille a glissé son bras sous le mien comme quand elle était petite, mais le geste a duré moins d'une seconde. Je savais pourquoi. Il l'attendait, lui, quelques rues plus loin, dans un café qu'il fréquentait le dimanche avec leurs amis. Il avait exigé, par message, qu'on parle. Je l'avais encouragé à y aller. Il y a des rendez-vous qui ne peuvent pas s'esquiver, seulement se mener au bout, droit devant, comme un chemin de neige. Je l'ai regardé s'éloigner. Sa silhouette hésitait, puis se redressait, puis hésitait encore. Je me suis assise sur un banc près de la cathédrale. Les cloches se sont mises à vibrer comme une large poitrine rassurante. J'ai sorti de mon sac la lettre pliée en 3, les captures d'écran. J'aurais voulu ne jamais les montrer. Il y a des vérités qui laissent une poussière sur le cœur. Mais j'avais appris, tard, mais bien, que ce qu'on cache à sa fille, un jour, on le cache contre elle. Au café, il a levé la main en la voyant. Même de loin, je lisais son cinéma. L'air blessé, la mâchoire tendue, du « je mérite des explications ». Je n'ai pas bougé de mon banc. Les choses devaient se dire sans moi. Mon rôle commençait ailleurs. Du côté du droit, du geste net, du rendez-vous pris avec une avocate lyonnaise qui acceptait de me recevoir par visioconférence. Je l'avais appelée la veille. Elle avait une voix vive et claire comme un scalpel. « Madame, m'a-t-elle dit, si vous avez des éléments probants, photos, messages, mouvements d'argent, nous pouvons lancer des mesures urgentes, une ordonnance de protection si nécessaire, et à tout le moins un recueil des preuves par commissaire de justice. Surtout, faites consigner vos constats sans tarder. La France est lente, mais elle n'oublie pas. » À 11 heures, mon téléphone a vibré. « Tu as 5 minutes ?» C'était ma fille. Sa voix n'était ni brisée ni forte. Elle avait ce ton mat des personnes qui sortent d'une chambre où l'on a dit des choses lourdes. « Il jure qu'il t'aime comme sa propre mère », a-t-elle lâché, et qu'il voulait juste sécuriser l'avenir. Il m'a parlé de stratégie patrimoniale. Tu te rends compte? Je ne vis pas dans un tableau Excel. Elle a ri, un son sec. Et il prétend que cette femme, si n'est qu'une collègue, que j'ai fantasmé. J'ai sorti la pochette, j'ai entendu mes propres pas sur le pavé. Quand je suis arrivée au café, ils étaient face à face. Il m'a vu par la vitre, à serrer les lèvres. Pas de bonjour, pas de masque cette fois. J'ai posé devant ma fille le devis d'hôtel, puis 2 photos prises par hasard dans une rue de Troyes. Hasard préparé, j'avais attendu, c'est vrai, le soir du séminaire de son entreprise. Lui et C, enlacés comme on enlace quand on n'a pas honte. Enfin, j'ai déplié la capture d'écran où il écrivait « Ton appart à Rams est bien plus à nous que chez elle, ma maison. » Il avait écrit « chez elle, pas chez sa mère ». Il avait déjà déplacé les murs dans son esprit. Il a voulu saisir les papiers. Je les ai ramassés, posés dans mon sac et je les regardais. Tranquille, à mon âge, on n'a plus besoin de hausser la voix. On est la voix. Je ne te demande pas d'explication, ai-je dit calmement. Je ne suis pas ta juge. Je suis la mère de cette femme et je protège ce qui la protège. Le reste, ce sont des chiffres et des dates que d'autres liront mieux que nous. Il a souri, ce rictus de ceux qui se croient encore dans le cercle de leur ruse. Vous croyez quoi? Qu'une donation va m'arrêter? On vit ensemble, j'ai des droits. Votre maison finira sous notre nom commun un jour ou l'autre. Vous ne pourrez pas tenir éternellement. Il n'y a pas nous dans un mensonge, ai-je répondu. Et la loi, elle, ne vit pas de promesses. Ma fille a baissé la tête. Une larme a roulé, étonnée d'être née. Je n'ai pas tendu la main. Il y a des gestes qui appartiennent à l'enfance et qu'il faut savoir laisser derrière pour ne pas bâillonner la femme. Elle a respiré lentement, puis s'est levée. Elle a posé la note sur la table, puis s'est tournée vers lui. « Tu m'effraies. » Les mots sont tombés droits. Il a blêmi, surpris moins par la phrase que par sa simplicité.
Elle est sortie. Je l'ai suivie. Sur le trottoir, le vent portait une odeur de lessive des fenêtres voisines. Ma fille a serré son écharpe. J'ai attendu qu'elle parle, mais elle n'a rien dit. La pudeur dans notre famille, c'est un manteau solide. L'après-midi, j'ai reçu Maître R au téléphone. L'acte est signé. Je déclenche la formalité. Sa voix m'a tenu par la main. Puis ce fut la commissaire de justice. Je m'habitue mal à ce nouveau terme. Je dis encore huissier en pensée, qui m'appela « Madame, j'ai établi le constat des échanges électroniques et des captures. Je passerai demain pour les faire paraffer. » Je lui ai demandé si tout cela n'était pas violent. « La violence, madame, m'a-t-elle répondu doucement, c'est ce qui vous a conduite à nous appeler. Nous fabriquons de la preuve. C'est moins élégant que de la poésie, mais ça tient dans le temps. » Le soir, je me suis assise près de la fenêtre. La rue parlait à voix basse. Un vélo grinçait, une porte claquait, la chaudière du voisin recommençait ses soupirs. J'ai pensé à mon mari, à ses mains pleines de sueur, à la manière dont il posait la paume sur ma nuque quand je me faisais trop de soucis. J'ai pensé à ces années où j'ai cru que l'amour dispensait du courage. On se trompe. L'amour rend le courage possible. C'est tout. Vers 22 heures, mon téléphone a vibré encore. Un message de ma fille. Je dors chez moi. Chez moi. 2 mots simples. Je me suis laissé aller contre le dossier de la chaise. La douleur à la hanche était là, mais rangée. Je l'ai remerciée presque. Elle me rappelait que j'avais un corps et qu'il tenait debout. Avant de me coucher, j'ai rouvert le classeur. J'ai ajouté, sur la première page, une phrase manuscrite. « Ce qui est à toi, ma fille, ne sera jamais la récompense de la lâcheté d'un autre. » C'était ma prière, mon testament moral et ma vengeance, la seule que j'accepte. Une vengeance écrite avec des dates, des lois, une écriture claire et l'ombre d'une femme qui, passé 60 ans, a enfin appris à dire non sans se justifier. Dans la nuit, la neige s'est mise à tomber, silencieuse, rare en novembre. Le matin, Troyes serait blanche et propre comme un cahier neuf. J'ai éteint la lampe. À travers le rideau, les flocons semblaient remonter au ciel. J'ai pensé, demain, nous irons plus loin. Demain, ce sera le temps des mots officiels, des mots qui attachent. Demain, ma fille n'aura plus honte de ce qu'on lui a fait. Demain, on parlera des suites. Ce soir, je garde seulement ce qui compte. Le bruit doux d'une maison qui sait enfin à qui elle appartient. Le matin, la commissaire de justice est arrivée avec un classeur gris et un pas qui ne froisse pas les tapis. Elle a posé sur ma table le procès-verbal de constat, a vérifié mon identité, m'a fait paraffer chaque page. Sa voix était douce comme celle des gens qui travaillent au millimètre. Ni compassion excessive, ni dureté. Elle m'a expliqué ce que je savais déjà, mais que j'avais besoin d'entendre encore une fois. Que ces captures d'écran, ces messages, ces références d'hôtels, acquis depuis la voie publique ou à partir de publications ouvertes, tiendraient. Je me suis surprise à regarder ses mains, courtes, soignées. C'est fou comme on fait confiance aux mains qui n'exagèrent pas. Quand elle est partie, la maison a repris son souffle. J'ai rangé le dossier dans le buffet, derrière les verres à pied, que je ne sors plus depuis longtemps. À 10 heures, l'étude de Maître R a appelé. L'acte de donation était en route pour le service de la publicité foncière. Ce n'est plus une intention, madame, c'est un acte. Cette phrase a claqué dans ma poitrine comme une couture bien tirée. Claire m'a envoyé un message court. Je passe à midi. Elle est arrivée avec un sac de courses qu'elle a posé sans y penser, comme autrefois chez moi quand tout était simple. Elle a tourné dans la cuisine, a remis une assiette, déplacé un torchon, comme pour retrouver une place dans un décor qu'il acceptait encore. Puis, sans lever les yeux, il a dit que tu nous humiliais en passant par un notaire, que tu ne faisais plus confiance. J'ai eu envie de sourire, pas par ironie, mais parce qu'il est impossible d'humilier une maison. On la tient ou on la perd. J'ai servi la soupe, je lui ai parlé des démarches comme on parle d'un jardin, lentement, dans l'ordre. Elle m'a écouté d'un air fatigué où je reconnaissais ma fille d'avant, celle qui apprenait à lasser ses chaussures. « Ce soir, je dors ici », a-t-elle dit soudain. « Je ne veux pas. Je ne peux pas rentrer. Je n'ai pas posé de questions. » J'ai fait le lit de la petite chambre du fond, j'ai ouvert la fenêtre sur le jardin, l'air portait déjà quelque chose de froid et de propre.
Dans l'après-midi, l'avocate avec qui j'avais pris rendez-vous en visioconférence m'a rappelé. Sa voix avait cette précision qui ne coupe pas, mais sépare. Pour votre fille, madame, on peut sans dramatiser demander des mesures urgentes auprès du juge aux affaires familiales. Résidences séparées, organisation provisoire, gel de certains accès si besoin. Pour l'instant, laissez vos constats vivre leur vie. Ne brûlez pas la preuve par le spectacle. J'ai remercié. Je n'avais aucune envie de spectacle. La scène m'a toujours rendu malade. Je préfère les cuisines où l'on tranche net. En fin de journée, un message de Julien à Claire, qu'elle m'a montré sans un mot. Si tu ne reviens pas ce soir, ne reviens pas demain. Un ultimatum qui sentait la peur déguisée en virilité. Elle a posé le téléphone, s'est assise au bord du lit, a pris son visage entre ses mains. Je me suis assise à côté d'elle sans la toucher. Parfois, une mère est un mur contre lequel on peut s'adosser sans qu'il se mette à pleurer. Je l'ai tant défendue, a-t-elle murmuré. Aux amis, à moi-même. Je reconnais tout le monde, sauf moi. Alors recommence par toi, ai-je dit. Le reste suivra. La nuit a été calme. Vers minuit, j'ai entendu une voiture ralentir devant la maison, puis repartir. Un moteur qui n'osait pas couper. Je me suis levée, j'ai vérifié que la porte était bien fermée. Je n'ai pas eu peur. La peur, c'est quand on n'a pas de plan. J'en avais un. Le lendemain, nous avions ce rendez-vous à 3 qu'il exigeait. Mais chez Maître R, ou nulle part, avais-je répondu. Dans la salle d'attente boisée, les pendules lançaient des secondes régulières comme un fil à bâtir. Il est entré le premier, d'un pas vif qui voulait indiquer l'habitude du lieu, mais qui trébuchait un peu sur le parquet. Il a salué la secrétaire, pas nous. J'ai vu son regard balayer les boiseries, l'armoirie, chercher un allié sur les murs. Mauvaise stratégie, les murs ne parlent pas. Maître R nous a reçus sans emphase. Il a rappelé l'essentiel, l'acte signé, la donation en nue propriété au profit de Claire, l'usufruit pour moi, la clause d'inaliénabilité, l'exclusion de communauté et de remploi. Il a dit opposabilité comme on dit gravité pour un astre, ce qui tient et vous tient. Julien a attendu son tour, puis sa voix a pris ce ton crémeux que je lui connais quand il voudrait anesthésier une pièce. Je comprends l'émotion, maître, mais vous savez, dans un couple, on parle de projet. Je contribue, je rénove, je porte ce foyer. Il est logique que non, a dit le notaire doucement. Ce qui est donné hors communauté ne devient pas un projet commun par la seule force d'un discours. Vos contributions, si elles existent, se règlent autrement. Facture, récompense éventuelle. Ici, je parle d'un bien propre qui le restera. Le droit protège les mots quand ils ont été signés. C'est son travail. Il a souri, un sourire triste, presque touchant, de ceux qui se croient encore dans la phase où l'on peut séduire la règle en lui parlant comme à une hôtesse. Puis, se tournant vers Claire. « Et toi, tu veux vraiment ça? C'est ta mère qui décide pour nous, c'est ça ?» Elle a pris une respiration qui montait de très loin. Je l'ai vue rassembler des années d'excuses et d'accommodements, les plier, les mettre dans une poche invisible. « Je veux que ce qui me protège ne dépende pas de tes jours avec moi, a-t-elle dit. Il a changé de couleur, a dit qu'on l'écartait, qu'on allait le ruiner, qu'on transformait un amour en procès. J'ai sorti la chemise grise. J'ai posé devant Maître R une photo, puis une seconde, puis la capture du message où il promettait à Sandrine « Bientôt chez nous ». Pas pour le punir, pour mettre de la lumière sur notre table. Le notaire a seulement hoché la tête, a glissé les pièces dans une pochette transparentée, a prononcé ce mot que je ne pensais pas un jour savourer. Constater. « Monsieur, a-t-il dit enfin, je vous conseille, si toutefois vous souhaitez parler projet, de ne plus mélanger pression patrimoniale et vie conjugale. Ce mélange ne tient jamais devant nous. » Julien s'est levé si brusquement que la chaise a raclé. Il a voulu dire quelque chose, puis s'est ravisé, a lancé une phrase qui ne lui ressemblait pas. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Phrase de théâtre mal jouée, et il est sorti. La secrétaire n'a pas levé la tête. Les murs, décidément, n'avaient pas d'oreille pour lui. Nous sommes restés un moment assises, pas pour jouir d'une victoire, je n'aime pas ce mot, mais pour laisser retomber la poussière. Maître R a posé sa main à plat sur le bureau. « Madame, faites simple. Retournez chez vous. Laissez courir la procédure. S'il y a menace, portez plainte. Pour le reste, le temps travaille pour vous. Nous avons obéi.
Dehors, la lumière de Troyes avait cet éclat fragile qui rend tout plus franc. Nous avons marché jusqu'à la place, nous avons acheté des poires, du pain. Claire m'a demandé si elle pouvait garder la clé de ma maison. Elle a rectifié toute seule. De notre maison, au fond, la tienne pour vivre, la mienne pour tenir. J'ai glissé la clé dans sa paume. Elle l'a serrée comme on serre un talisman. Dans l'après-midi, j'ai reçu le recommandé revenu signé. Il avait bien reçu ma lettre l'avertissant que rien ne se ferait sans l'étude. Un service de messagerie m'a transmis aussi l'accusé d'envoi des constats à l'avocate. Les choses tout à coup prenaient une forme horizontale. Plus besoin de s'élever, de s'abaisser, simplement s'aligner. J'ai préparé un gratin de cardon, j'ai mis la table pour deux. Claire a mangé peu, mais chaque bouchée semblait trouver sa place. Elle m'a regardé longtemps. « Je ne te remplacerai jamais par un nous raté », a-t-elle dit simplement. Je n'ai pas répondu. On ne répond pas aux phrases qui ont coûté. Tard, alors que je rangeais la cuisine, le téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité. J'ai décroché. Madame Delcourt, la voix était féminine, jeune, fatiguée. Je m'appelle Sandrine. Je pense qu'il vous a menti comme il m'a menti. Je ne savais pas qu'il parlait de votre maison. Je ne veux pas être mêlée à ça. J'ai des messages, des preuves. Si ça peut vous aider. Le silence après ces mots a eu le poids d'une chaise qu'on recule. J'ai répondu doucement. Ce n'est pas à moi que vous devez prouver quoi que ce soit, mademoiselle. Mais ce que vous avez peut protéger ma fille. Alors oui, envoyez-les à l'adresse de l'étude. Pas à moi, à la loi. Vous y serez plus tranquille que dans nos cuisines. Elle a pleuré sans bruit, a dit merci, a raccroché. Je suis restée un moment debout, entre l'évier et la fenêtre. Dehors, un chat a traversé la cour, queue haute comme une antenne sûre d'elle. J'ai pensé à ces années où j'ai cru qu'une mère devait s'effacer pour que l'amour passe. Et si c'était l'inverse? Si une mère devait parfois s'imprimer dans le monde pour empêcher que l'amour se fasse voler? Avant de me coucher, j'ai noté dans mon carnet, quand l'ennemi commence à parler la langue de la loi, c'est qu'il s'est brûlé à sa propre version de la vérité. Puis j'ai ajouté, demain, acheter une serrure neuve. Non pas par peur, par hygiène. La dignité a aussi ses gestes simples. Le sommeil est venu sans forcer, comme une couverture posée juste à la bonne hauteur. Demain, il resterait à tout dire, sans crier, à tout montrer, sans humilier. Demain, nous allions faire tenir notre vie avec des mots signés. Et s'il tentait de revenir par la maison, il trouverait des clés changées et 3 femmes qui savent, chacune à sa manière, ce que veut dire se tenir droite. Le lendemain, à 8h20, un ding discret fendit la cuisine. Un courriel, objet, transfert de pièces, à l'attention de l'étude. L'adresse de l'expéditrice s'ouvrit comme une hésitation. Sandrine.ab et 3 pièces jointes s'alignèrent, sobres, quasi honteuses. J'ai lu d'abord du bout des yeux, comme on soulève un drap trop lourd. Des captures de messages où Julien écrivait « Encore quelques semaines et on sera chez nous ». Une réservation d'hôtel à Reims, réglée sous un prénom d'emprunt, Ariane, et un relevé de virement automatique à son nom vers un compte SCI Lisière. La lisière, un mot bien choisi pour quelqu'un qui vit au bord de la vérité. Je n'ai pas répondu à Sandrine. J'ai simplement transféré au greffe de l'étude, avec copie à la commissaire de justice, qui, 1 heure plus tard, m'a appelé. « Madame Delcourt, je procède au constat sur requête des éléments reçus. Vous n'avez rien d'autre à faire que conserver. Ne dialoguez pas. » Sa voix tenait mon poignet comme une bande, ni trop serrée, ni lâche. J'ai obéi. Obéir à la loi, c'était, ce matin-là, la plus belle des insoumissions. Je suis sortie acheter le nouveau cylindre de serrure chez le quincaillier de la rue Mollet. Le vieux Lemoine m'a reconnu, m'a proposé de le poser lui-même pour que ça porte droit. Sur le pas de la porte, l'air sentait la neige vieille et le pain frais. Il a vissé, testé, puis m'a tendu la clé. Vous verrez, ça prend de la douceur pour fermer sans casser. Je l'ai remercié et j'ai pensé que c'était aussi à ma fille que je devais rendre une clé. Une fermeture nette, sans casse, la possibilité de dire stop sans hurler. À 11h, nous étions toutes les deux à l'agence bancaire de Claire. Elle avait serré ses cheveux en un chignon trop tiré, signe qu'elle se tenait par la nuque pour ne pas plier. Le conseiller a posé ces mots comme des tampons. Fermeture du compte joint sous réserve de solde,
blocage des procurations, ouverture d'un compte personnel, changement des domiciliations, opposition sur la carte que Julien utilisait à titre de commodité. J'ai vu la main de Claire trembler à l'instant où elle signait la demande de clôture. Pas parce qu'elle hésitait, mais parce que, quand on récupère sa vie, les doigts doivent réapprendre la force. « Il va le vivre comme une agression », a-t-elle murmuré. « Il vivra comme il voudra », ai-je répondu. « Toi, tu vivras comme tu dois. » Le conseiller a ajouté prudent. « Si vous recevez des pressions, n'hésitez pas à déposer plainte. Nous ferons mention d'un signalement interne s'il tente de forcer des opérations. » Des phrases modestes, mais qui tiennent contre les coups. À midi, un SMS est arrivé sur le portable de Claire. « Tu joues à quoi ? Tu es à moi. Rentre et on efface tout. » Elle me l'a tendu, la bouche blanche. J'ai pris une inspiration lente, puis nous sommes allés au commissariat. Pas d'éclat. Une salle d'attente tiède, un distributeur de gobelets, et de l'autre côté de la vitre, une policière aux yeux calmes. La plainte pour harcèlement et menaces a été rédigée sans pathos, à l'aide des captures. La policière a relevé la tête. « Souhaitez-vous que l'on ajoute une demande d'orientation vers le juge aux affaires familiales ? Une ordonnance de protection si nécessaire. » Claire a hoché la tête. « Pas tout de suite, mais oui si les messages persistaient. On répartit parfois la peur sur plusieurs jours. C'est plus respirable. » De retour à la maison, j'ai trouvé dans ma boîte une enveloppe de l'étude. Accusé de réception du service de la publicité foncière. Les mots chantaient sans musique. Acte reçu, formalité en cours, opposabilité à venir. J'ai glissé la feuille sous un presse-papier en forme d'oiseau. La pierre serait bientôt écrite. L'après-midi, la commissaire de justice est repassée pour me faire signer son procès-verbal de constat électronique. Horodatage, empreinte, capture scellée. C'est peu poétique, a-t-elle souri, mais les juges aiment ce qui ne s'évanouit pas. Je lui ai proposé un café. Elle a refusé d'un geste doux, trop d'adresse à faire encore. En la raccompagnant, j'ai croisé mon reflet dans la vitre, une femme de 62 ans, les traits fins, la cicatrice qui tire encore sous le manteau, mais le regard à l'horizon. On dirait qu'on a grandi après un certain âge, non pas en hauteur, mais en densité. Claire a préparé des œufs au plat le soir, maladroitement. Elle cuisine comme on apprend à parler une langue qu'on n'a jamais vraiment aimée. Elle a posé l'assiette devant moi, puis s'est assise les mains vides. « Je l'ai cru », a-t-elle dit. « Je l'ai protégé de moi, de toi, du monde. » Et lui me parlait comme on parle à une caisse. « On va optimiser, Claire. »« Optimiser quoi ? Mon cœur ?» Elle a souri sans joie, puis a ajouté très bas. « J'ai honte. La honte n'est pas chez toi, ai-je dit. Elle est là où la main serre ce qu'elle n'a pas gagné. Je n'ai pas touché son bras. Je me suis contentée d'être une chaise solide. Dehors, la neige fondait déjà, laissant sur l'asphalte des traînées grises comme de vieilles fatigues. Vers 22 heures, un bruit de pas a longé la clôture. Un moteur s'est tu. Un coup sec sur la porte. J'ai senti Claire se figer. J'ai pris la précaution d'allumer le couloir et de parler assez fort pour que les voisins entendent au besoin. La maison est protégée. Toute discussion passera par nos avocats. Silence. Un souffle de colère de l'autre côté. Puis un pas qui recule, le moteur qui repart. J'ai noté l'heure dans mon carnet bleu. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'hygiène. Le lendemain, la DRH de la mairie a appelé Claire, pas pour nous mêler, mais parce que Sandrine, semble-t-il, avait demandé un rendez-vous en urgence pour sauvegarder sa situation. Je ne me suis pas réjouie. Je pensais simplement, quand on retire la nappe, les miettes apparaissent. Et les doigts aussi. Nous avons passé l'après-midi à ranger. Les gestes simples, la vaisselle, les draps pliés ont une vertu de baume. J'ai sorti les albums photos. Des bras de bébé, des plages, des sapins tordus. À la page de son bac, Claire a caressé la photo comme on lisse un papier qu'on va punaiser au mur. Elle a murmuré. « Je me retrouve un peu. »« Alors écris-le quelque part, » ai-je répondu. « Mets-le dans une enveloppe, à relire quand il reviendra dire que tu es folle. » Elle a ri faiblement. Elle savait. En fin d'après-midi, un mail de l'avocate est arrivé. Assignation possible sous 15 jours si menace réitérée. D'ici là, conserve. En pièce jointe, un brouillon de mise en demeure adressé à Julien pour cesser toute pression sous astreinte. J'ai relu la formule. Cesser, astreinte.
Des mots qui savent se tenir debout sans qu'on les pousse. Le crépuscule a posé sur Troyes une lumière de parchemin. J'ai ouvert la fenêtre sur le jardin. La terre, même froide, sentait la promesse. J'ai pensé à Pierre, à sa façon de vérifier la solidité d'une étagère en posant simplement le plat de la main, sans fracas. Je faisais pareil avec la vie de Claire. Pas de grand discours, pas de drapeau, juste une paume. Plus tard, un message de Sandrine est arrivé. Court. J'ai été entendue. On m'a dit que les éléments seraient transmis s'ils sont demandés. Je suis désolée. J'ai écrit 2 mots qui n'excusent ni n'accablent pas. Protégez-vous. Je n'ajoute rien à ce qui se tient. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi longtemps, mais j'ai dormi droit. J'ai rêvé de la ruelle des chats, ces maisons penchées sur elles-mêmes comme des confidentes. Au réveil, j'ai su qu'elle n'aurait pas la forme d'un coup de théâtre. Elle aurait la forme d'un calendrier, audience à venir, clôture du compte joint, formalité de publicité foncière, constat versé, peut-être un juge qui dira des mots loin des cuisines. J'ai posé la bouilloire, j'ai versé le thé, j'ai appelé d'une voix simple. Claire, l'eau est chaude. Elle est entrée pieds nus, la clé de la maison autour du cou, passée à une chaîne comme un bijou. Elle s'est assise, m'a regardé longtemps, puis a dit « Même si je revenais en arrière, je ne pourrais plus l'aimer comme avant. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que quelque chose a cassé dans la forme de l'amour. » J'ai hoché la tête. Il arrive qu'on sauve l'amour en le sortant de sa forme. Peut-être l'aimerait-elle un jour autrement, comme on pense au temps qu'il a fait, au pain qu'on a partagé, sans haine, mais sans retour. Je n'avais pas pour mission de choisir, seulement de tenir pendant qu'elle passait d'une rive à l'autre. Avant midi, la commissaire a déposé par porteur la sommation de cesser toute pression. Un papier muet, mais lourd. Je l'ai posé sur le buffet. Mon téléphone a vibré encore. 2 messages de numéros inconnus, puis plus rien. J'ai rayé sur ma liste. Serrure, fait. Banque, fait. Constat, fait. Plainte, en cours. Publicité foncière, en cours. Le monde ne se range jamais en entier, mais on peut ranger la partie qui nous revient. Dans l'après-midi, nous sommes sortis marcher jusqu'à la cathédrale. Les vitraux avaient cette façon de faire entrer la lumière comme un pardon sans phrase. Claire a glissé sa main dans la mienne, furtive, puis l'a retirée, comme on vérifie une température. « Tu sais, a-t-elle soufflé, je croyais que tu étais remplaçable, que l'amour qu'on a pour sa mère se dilue. Ce n'est pas vrai. Nous sommes restés debout, 2 femmes dans le froid doux, entre un avant qui s'obstine et un après qui n'a pas encore appris son nom. Je n'ai rien répondu. À l'intérieur, j'ai entendu ma propre voix dire haut, « On continue. » Pas la guerre. La tenue. Demain, nous verrions l'avocate. Demain, peut-être un juge prononcerait ces mots sans pathos que j'aime, mesure ordonnée, opposable, exécution provisoire. Demain, l'oiseau de pierre sur mon presse-papier garderait le bec tourné vers nous. Le soir, j'ai écrit dans mon carnet, la vengeance silencieuse n'a pas de tambour. Elle a des clés neuves, des actes signés, des yeux ouverts. Puis j'ai ajouté, il reste à arracher le dernier masque, celui qui parle de projet quand il s'agit de pillage. Je me suis couchée. Dans la chambre d'à côté, ma fille a éteint. Le noir avait une couleur claire. Demain, nous poserions la dernière pierre. Et si le monde voulait nous apprendre l'humiliation, nous lui apprendrions la tenue. Le matin de l'audience, Troyes avait cette lumière d'eau froide qui rend les façades honnêtes. Claire a mis son manteau noir, tiré un chignon trop lisse et glissé dans son sac le strict nécessaire. Sa carte d'identité, la copie de la plainte, l'attestation du commissariat, nos constats, l'accusé de réception du service de la publicité foncière. J'ai ajouté sans un mot la chemise grise. Nous avons marché jusqu'au tribunal, 2 femmes côte à côte sans bras ni discours, l'allure d'un fil tendu. Le juge aux affaires familiales nous a reçus en chambre du conseil, bureau clair, pile de dossiers mangés par un élastique. Il a regardé Claire d'abord, très simplement. « Vous demandez des mesures provisoires. » La voix de ma fille n'a pas tremblé. Elle a dit « Oui, comme on dit, je respire. » L'avocate a posé les pièces sur la table, a résumé sans aplomb ni effet. Menaces réitérées, tentative de pression patrimoniale, volonté de gager la maison de la mère, double vie attestée par constat de commissaire de justice. Elle a dit « séparer le conjugal du patrimonial » avec cette netteté qui ouvre un sillon. Le juge a pris le temps. Il a feuilleté,
sourcils bas, puis d'un stylo, à tracer des lignes qui avaient l'air de poser des pierres. Ordonnance. Résidence séparée à titre provisoire. Interdiction de contact et d'approche pour 6 mois. Contribution aux charges calculées sobrement selon les revenus. Exécution provisoire. Il a prononcé ces mots sans pathos, avec l'économie précise des choses qui devront tenir. Claire a hoché la tête. Je l'ai vue se redresser d'un degré à l'intérieur d'elle-même. À la sortie, le couloir sentait le bois ciré et les manteaux mouillés. Nous n'avons pas parlé. Devant les marches, l'avocate a dit « La sommation de cesser toute pression est partie. Si d'autres messages arrivent, on les joindra. Pour la maison, la formalité suit son cours. C'est notre grande alliée. Elle prend son temps, mais elle ne change pas d'avis. » J'ai souri. Dans un monde où tout vacille, l'entêtement administratif devient une vertu. À 11h40, le téléphone de Claire a vibré. Numéro inconnu, on se voit une dernière fois. Je te jure que je t'aime. On signe un crédit travaux et on repart à zéro. Le message avait l'odeur d'un grenier poussiéreux. Nous avons transmis à l'avocate qui a répondu à notre place, en 3 lignes plates, rappelant l'ordonnance et la défense de contact. Il n'y a pas de meilleure morsure que la sécheresse de la loi. L'après-midi, une enveloppe blanche m'attendait dans la boîte. Lettre d'une banque de Reims à l'entête rigide, projet de gage sur part sociale, SCI Lisière. Le courrier visait un rendez-vous de finalisation, mentionnant un apport en nature ultérieure, décrit par Julien comme probable. La maison de la belle-mère, mise en perspective comme un simple item comptable. J'ai posé l'enveloppe à plat et j'ai senti dans ma cage thoracique la vieille colère se lever. Pas le feu, non, la braise qui choisit la durée. J'ai photographié, horodaté, transmis au notaire et à l'avocate. Puis j'ai préparé du thé consciencieusement, comme on vérifie une clôture après la tempête. Le soir, Sandrine a rappelé, voix basse, une fatigue propre. Je crois qu'il m'a fait miroiter des parts de la SCI. Il a parlé d'apport par la famille, de réemploi intelligent. Je n'ai pas voulu être ça. J'ai déposé mes messages à la DRH. On m'a dit que si la justice demandait, il transmettrait. Je n'ai pas nourri sa honte. J'ai remercié simplement et rappelé l'adresse de l'étude. La compassion ne lave rien, mais elle empêche que la saleté colle à ceux qui veulent en sortir. La nuit suivante, le monde a tenté une dernière fois de s'inviter chez nous. À 23 heures passées, un bruit d'outil contre la serrure. Le cylindre neuf a résisté avec ce petit râle métallique que j'aime bien, son de dignité modeste. J'ai allumé d'un seul coup. Entrée, cuisine, couloir. Ma voix apportée pas forte, nette. La porte est sous constat. L'ordonnance interdit l'approche. Le voisinage écoute. Un pas à reculer. Puis plus rien. J'ai noté l'heure dans le carnet bleu, envoyé l'information à l'avocate, rangé le stylo. Mon cœur tapait, mais en mesure. La peur n'était pas là. C'était la vigilance, sœur moins théâtrale, plus utile. Le lendemain, le recommandé est arrivé. Copie de l'ordonnance, tamponnée, datée. La feuille blanche a posé dans la maison un calme nouveau, presque physique. Claire l'a lu 1 fois, 2 fois, puis elle a appuyé son front sur l'encadrement de la porte. Ce geste ancien des enfants qui repoussent la fièvre. Dans la cuisine, j'ai remis les verres à pied à leur place. Je ne buvais pas de vin en plein jour. J'aimais juste savoir que le cristal existait encore. En milieu d'après-midi, Maître R a téléphoné, satisfaction posée. La publicité foncière a enregistré. Votre donation et les clauses sont désormais opposables à tous. Le droit à mémoire, madame, plus long que la nôtre. J'ai fermé les yeux. D'un nuque, quelque chose s'est dénoué. Un lacet restait trop longtemps serré. Claire m'a pris la main, brièvement. Elle a murmuré « Je pensais que tu avais contre lui des armes. Tu avais pour moi des outils. » Nous avons ri doucement. Il n'y avait pas de victoire à fêter, seulement une maison à tenir droite, un souffle à reprendre, une douleur à apprivoiser. Le soir, l'avocate a envoyé un dernier courriel, pièce jointe, assignation au fond, préparée si Claire le souhaitait, et un paragraphe simple sur la suite. Compte à clore, abonnement à couper, récupération des effets personnels avec l'aide d'un commissaire de justice, pas de tête-à-tête, jamais. Elle avait ajouté 2 phrases que j'ai recopiées dans mon carnet. On ne se sauve pas en humiliant l'autre, on se sauve en cessant de l'autoriser. L'interdit posé à temps, c'est une porte qui s'ouvre sur sa propre vie. Assise près de la fenêtre,
nous avons regardé la nuit venir comme une page intacte. Les toits de Troyes respiraient large. J'ai pensé à Pierre, à sa façon de vérifier d'un plat de main le mur qu'il venait de monter, au dégoût du tape à l'œil qui tombe avec la première pluie. J'ai posé ma paume sur le dossier de la chaise. Le bois tenait. Avant de dormir, j'ai préparé ce que je n'avais pas encore osé écrire. Une lettre à ma fille, non sur la maison, mais sur ce que je savais d'elle et qu'elle avait oublié. Je lui ai raconté la petite fille aux genoux écorchés, la jeune femme qui dansait gratuitement au bal de quartier, la mère qui avait porté son premier nouveau-né comme on garde une braise dans les mains. Je lui ai écrit « Tu n'as pas failli, on t'a tordu les mots. Et on croit que l'amour nous doit la forme, il ne nous doit que la vérité. » Dans le silence, la clé neuve a tinté contre la chaîne autour de son cou. Je me suis dit que, pour une femme, il y a des bijoux plus utiles que d'autres. Le lendemain, il restait pourtant un dernier masque à arracher. Une convocation interne de la mairie pour entretien disciplinaire s'était glissée chez Sandrine. Claire l'avait appris par un message bref de la DRH. Julien y serait entendu aussi. Pas notre affaire. Nous n'irions pas jouer les ombres dans un couloir. Mais j'ai senti que là-bas, une vérité administrative allait dire à sa façon ce que nous savions déjà. On ne transforme pas les vies des femmes en projets. En rangeant le dossier, j'ai placé tout au-dessus la première page de mon carnet, celle de l'hôpital, encore tachée de désinfectant. Il y avait 10 mots tracés ce jour-là, quand je suis revenue seule chez moi. Ne pas se hâter, ne pas se taire, tenir droit. Ils avaient fait leur travail. Il ne restait que la parole finale, non pas contre lui, mais pour celle qui, comme Claire, s'était tenue si longtemps dans un couloir sans fenêtre. Cette parole-là, je la porterai au bout. Demain. Le matin a posé sur Troyes une lumière claire, presque froide, qui lave les silhouettes. Je me suis réveillée avant l'alarme, la cicatrice tirait un peu, un rappel discret du chemin. Sur la table, j'ai aligné ce que je nomme désormais nos pierres. L'ordonnance du juge, le récépissé de publicité foncière, le procès-verbal de constat, la copie de la plainte. 4 feuilles qui ne crient pas, mais qui tiennent. À 9 heures, la DRH de la mairie a rappelé Claire. Entretien à 14 heures. Une procédure interne, neutre dans les mots, mais chargée dans le sous-texte. Heure fantôme, mélange de liens, tentative de pression sur des collègues. Claire a raccroché sans colère. Elle n'ira pas. Ce n'est pas à elle d'être spectatrice de l'effondrement d'un homme. La vérité n'a pas besoin de notre regard pour être vraie. Nous avons fait ce que font les femmes qui continuent. J'ai épluché des poireaux, elle a rangé les couverts dépareillés de mon buffet. Chaque geste faisait reculer le vacarme. À midi, j'ai sorti une enveloppe ocre du tiroir. Son poids était plus lourd que sa taille. Je l'ai posée entre nous. J'aurais voulu te la donner dans un moment joyeux, ai-je dit. La vie a choisi autrement. Claire a relevé les yeux. J'ai ouvert l'enveloppe. Des relevés d'assurance vie patiemment gonflés en années maigres, quelques lignes manuscrites chez Maître R. Au premier revers grave, avance possible pour un secours concret, pas pour nourrir une histoire, pour nourrir une femme. Bénéficiaire, mes petits-enfants à terme, et Claire en cas de nécessité, hors de tout mélange, hors communauté. J'ai ajouté un double de la clause signée la veille. Droit de retour en ma faveur si le pire s'entêtait, et plus tard, si je partais la première, une part à une association locale d'aide aux femmes qui font leurs valises à main nue. J'ai posé le stylo. On m'a souvent dit que j'étais une femme simple, ai-je murmuré. J'ai seulement appris à mettre l'argent du côté de la dignité. Elle a glissé ses doigts sur le papier, comme on caresse une peau vivante. Puis elle a reposé l'enveloppe et m'a regardé droit. Tu m'avais dit que tu me protégerais de toi-même si un jour tu vacillais. Je n'avais pas compris que tu me protégerais aussi de ce que j'appelais nous. Nous avons mangé sans autre phrase. Le goût du poireau était franc, la béchamel lisse comme les mots du notaire. À 13h30, le téléphone de Claire a vibré. Un message laconique de la DRH, entretien maintenu, mise à pied conservatoire à l'étude. Elle a expiré doucement. Ce n'était pas notre victoire, c'était le monde qui remettait une chaise debout. L'après-midi a déroulé ses heures avec la précision d'un métier à tisser.
La commissaire de justice est passée récupérer les derniers éléments versés par la DRH et par Sandrine à la demande du service juridique. On ne s'y habitue pas à ce ton sans adjectif qui, pourtant, protège mieux que l'écrit. L'avocate a confirmé par mail « Procédure au fond prête quand vous voulez. Vous n'avez plus à parler à personne hors nous et le notaire. » Le nous qui nous restait, c'était ce carré d'adultes qui tiennent votre parole quand vous n'avez plus de voix. En fin d'après-midi, nous avons fixé le rendez-vous avec l'huissier, la commissaire de justice, pour récupérer chez l'autre le peu d'affaires de Claire. Livres, photos, quelques vêtements, la boîte à bijoux de sa grand-mère. Pas un tête-à-tête. 2 témoins, un constat, des clés qui cliquettent et l'odeur pauvre d'un appartement où l'on a voulu faire croire à l'amour avec des factures. Le soir, j'ai allumé la lampe basse du salon. J'ai rouvert mon carnet rouge à la première page, celle de l'hôpital. 3 verbes m'y attendaient, écrits d'une main encore un peu tremblée. Ne pas se hâter, ne pas se taire, tenir droit. J'ai ajouté un 4e, lentement, transmettre. Pas l'argent seulement, ni la maison. Transmettre une façon de tenir dans le vent. À 21h, un message de la DRH. Entretien tenu, suspension à effet immédiat, saisine du service de déontologie pour la SCI. J'ai pensé à cet homme qui parlait de projet comme on brandit un mot manteau pour emballer de plus petits larcins. On avait retiré le manteau. Il restait la chemise froissée de la réalité. Claire s'est levée. Elle a disparu dans la petite chambre, puis elle est revenue avec une boîte plate. Des photos, la fillette au cartable trop lourd, la jeune femme au sourire d'été, la mariée à l'éclat que je reconnais, car il était fait d'espérance et d'ignorance mêlées. Elle a sorti l'alliance de sa poche, l'a posée dans la boîte, refermée sans cérémonie. Pas un geste de théâtre. Le bruit du couvercle a eu la propreté d'une signature. Il ne me reste plus de colère, a-t-elle dit tout bas. Juste une amputation, mais on vit avec. Tu m'as appris où poser la prothèse. Elle a souri, je n'ai pas pleuré. À un certain âge, les larmes sont une monnaie trop chère. 2 jours plus tard, nous avons traversé la ville avec la commissaire de justice. Le ciel laissait tomber une pluie menue qui ne s'excusait pas. À l'adresse de Claire, la porte s'est ouverte sur une odeur de menthe froide, ce parfum posé pour recouvrir qui n'efface rien. Julien n'était pas là. 2 collègues de l'étude observaient le balai. Claire a pris ses livres, ses photos, son manteau d'hiver. La commissaire notait, méthodique. En partant, Claire a retiré du porte-clés la clé de l'appartement, l'a laissée sur la table. Elle n'a pas emporté les draps. On ne part pas avec ce qui a servi à endormir. À la sortie, la commissaire m'a serré la main. « Vous avez bien fait, madame, d'avoir commencé tôt. Les preuves vieillissent mal, les femmes pas. » Le soir, j'ai décroché au premier appel de Maître R. L'inscription est publiée. Rien ni personne ne pourra prétendre sur la maison. J'ai reçu par ailleurs un courrier de la Banque de Reims. Le projet de gage sur la SCI est retiré. Sa voix avait ce sourire feutré des victoires modestes. J'ai remercié. J'ai pensé à Pierre, sa paume posée sur un mur encore frais, ce oui silencieux quand ça tient. Plus tard, Claire a posé sa tête sur mon épaule. Un geste rare, presque enfantin. Elle a dit d'une voix qu'elle voulait neutre et qui tremblait. Je t'ai cru remplaçable. Je pensais qu'un nous pouvait prendre la place d'une mère. C'était une erreur de grammaire. Il y a des mots qu'on ne conjugue pas. Ses doigts ont serré ma main. Tu es la seule chose que je ne peux pas perdre. Je n'ai pas répondu. Les phrases parfaites meurent si on les touche trop. On s'est levé, chacune à son rythme, et j'ai fait infuser une verveine. Le monde s'était un peu calmé. Pas vaincu, calmé. Je sais que l'histoire ne finit pas ici. Il y aura des convocations, des signatures de plus, des souvenirs qui piquent, un avocat qui prononcera divorce un jour sans disparition ni tambour. En France, on ne dénoue pas la vie en une page. On la déroule à plat, on coupe, on borde, on coude. Mais l'essentiel est fait. La main qui serrait autour de la gorge a rencontré la main plus ferme qui tenait à la règle. Cette nuit-là, j'ai dormi pour de vrai. Dans mon rêve, la ruelle des chats n'était plus un couloir sombre, mais une épaule de maison serrée les unes contre les autres, comme nous deux. Au matin, j'ai su que la vengeance s'achevait ici, non dans l'ombre d'un mal rendu, mais dans la clarté d'une paix possible. Il restera de cette histoire quelques papiers, des tampons bleus,
une serrure neuve et un collier auquel pend une clé qui ne s'ouvrira plus sous la mauvaise main. Alors j'ai écrit ces mots pour celles et ceux qui me liront, et surtout pour celles qui, à mon âge, pensent que le silence protège. À vous, les femmes aux gestes calmes, aux mains gercées par les hivers de la vie, à vous, qui avez porté des maisons entières sur le dos sans en réclamer la clé. À vous qu'on dit fragile parce que vous ne parlez pas fort. Le silence n'est pas un refuge si l'autre y range ses mensonges. Parlez à la loi, donnez un nom aux choses, écrivez les heures, gardez les tickets, demandez des tampons, protégez ce qui vous protège. Et si l'on vous dit que l'amour souffre qu'on le confonde avec un projet, rappelez à la table que les projets ne s'embrassent pas au coin d'un hôtel. Ne vous hâtez pas, ne vous excusez pas. Tenez droit et transmettez. À une fille, à un voisin, à vous-même. On ne se venge pas en détruisant, on se venge en restant debout jusqu'à ce que l'autre voie enfin sa propre chute. Ce jour-là, vous n'aurez pas besoin d'applaudissements. Il vous suffira d'ouvrir la fenêtre, de respirer l'air sur Troyes ou ailleurs, et de savoir que votre nom, votre maison, votre voix ne sont plus à partager sans votre consentement. Je m'appelle Anne, j'ai 62 ans. On m'a un jour laissé sortir de l'hôpital seule. Je suis rentrée chez moi par la rue Émile Zola, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai écrit dans un carnet « Ne pas se hâter, ne pas se taire, tenir droit ». Je vous laisse ce carnet en héritage. Faites-le circuler dans les mains vieilles et dans les mains jeunes, qu'il apprenne aux faibles présumés qu'elles sont puissantes, qu'il rappelle aux puissants autoproclamés que les mères ne sont jamais remplaçables. Jamais.